je ne vais pas faire un cours comme je fais à la fac de médecine, hein. On va faire quelque chose de sympathique, un échange. C'est pas du tout ma discipline. Moi, je suis généticien du cancer. Là, je vais vous parler des Juifs et la génétique. C'est un sujet qui n'est pas de mon flux, on va dire. Si on me l'a imposé lorsque on m'a demandé de parler au Limoud Marseille. Et c'est quelqu'un qui m'a dit, voilà, ça serait bien que tu parles de ça, parce que les gens n'arrêtent pas d'en parler, et ils en parlent mal. Donc vous avez planché. Oui, enfin, j'ai quand même fait quelques études de génétique de population, je connais. Disons que je vais plutôt l'aborder sous un angle, on va dire, philosophique et politique. Parce que quand on accole les deux mots, juif et génétique, c'est jamais innocent. Voilà, ça marche. Il suffit de savoir comment ça tourne. Alors, pourquoi ce sujet? Donc, je vous l'ai dit, c'est un exercice de style. Moi, j'ai coupé là-bas, sinon vous allez... J'en parlerai. Je vous illustrerai mon propos par quelques histoires juives. On ne peut pas parler de choses sérieuses sans passer par le monde juif, c'est quand même important. C'est essentiel dans la vie. Un peu de dérision, et d'autodérision, ça fait pas mal. Je vous parlerai quand même un peu de génétique, parce que si on parle de juste de la génétique, c'est un peu utile. Je vous parlerai de quelques illustrations du lien potentiel entre le fait juif et la génétique. Je parlerai notamment du chromosome des Kohanim, on en a beaucoup parlé dans la presse. Ça fait la une d'un grand nombre de journaux, des journaux grand public, où les travaux ont été publiés dans Nature, Science, les grandes revues scientifiques. Je parlerai des maladies génétiques juives, donc là c'est plus mon domaine, et je bouclerai sur un élément politique pour répondre à un auteur israélien qui avait écrit et qui continue à écrire des livres polémiques. Pourquoi le peuple juif a été inventé, etc. Pourquoi l'impressionnisme. Et donc, je vous donnerai des exemples. On comparera Sefarad et Ashkenaz. Vous verrez que si culinairement, il y a des grandes différences, je ne vous conseille pas de goûter le couscous Ashkenaz. Si culinairement, il y a des grandes différences, on verra que sur le plan génétique, il y a une très, très, très grande proximité. Et ensuite, on parlera des Khazars, ce qu'on a appelé la 13e tribu, la 14e tribu, enfin je ne sais pas dans quel compte on les a, enfin, c'est quelque chose aussi qui a beaucoup été abordé, souvent sous l'angle polémique, pour dire que finalement les juifs ashkénazes n'étaient pas juifs, c'était des Khazars. Donc vous verrez que tout ça, c'est en fait des choses qui sont visibles à travers la génétique. On verra que certainement, il y a beaucoup de discussions encore à venir. Alors, pourquoi ce sujet? Donc là, c'est dommage que ce ne soit pas plus... Est-ce qu'on ne peut pas le mettre sous forme du... Grossir, tu veux? Comment on fait? Je vais essayer. Tu le mets sous forme d'écran, ça sera mieux. Tu peux peut-être un peu diminuer encore un peu, parce qu'il faut qu'on le voit bien. Oui. Voilà, c'est bon. C'est bon. Ok. Alors, pourquoi ce sujet? D'abord, il faut aborder ce qu'est le fait juif. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un ensemble d'éléments que j'ai pris et que j'ai compilés pour discuter de ce que c'est que le fait juif. Je ne parle pas que de religion, je ne parle pas que de culture, je ne parle pas que de politique. C'est qu'est-ce que c'est que le fait juif? Le fait juif est basé sur la transmission. Nos sages nous transmettent un message et on l'interprète. Par l'appartenance à une culture, la religion en fait partie de cette culture, ce qui est fait tout à la fois de spécificité et d'universalité. Les 10 paroles, les 10 commandements sont à la fois des éléments spécifiques et des éléments universels. Ce n'est pas tout l'un ou tout l'autre. C'est l'équilibre entre les deux, entre des spécificités, c'est-à-dire nous expérimentons notre fait juif au sein des nations, nous expérimentons à travers notre spécificité des éléments qui sont universels. On ne se parle pas qu'à nous-mêmes, on parle au monde. C'est le fruit d'une expérience unique et façonnée. Il n'y a qu'un seul peuple juif, même s'il est très divers. On a toujours réussi à rester unis malgré nos différences, grâce à nos différences, et qui a été façonné par les grands événements de l'histoire. L'identité juive, c'est tout cela et bien d'autres choses encore, mais elle ne se fonde surtout pas sur les gènes. Il y a une expression qui m'énerve, c'est quand on dit, cette expression, c'est dans l'ADN de, c'est dans mon ADN, c'est dans l'ADN.
c'est n'importe quoi. Ceux qui disent ça n'ont encore rien compris. Si on est réduit à notre ADN, on n'est rien du tout. D'accord? Donc on n'est surtout pas que notre ADN. C'est une expression à la mode maintenant de dire Oui. c'est l'ADN de l'association. C'est une grosse bêtise, et à chaque fois qu'on a l'occasion, je le dis, les gens ne comprennent pas pourquoi, ils veulent me faire plaisir, et au contraire, je ne fais pas plaisir. Alors tout le contraire de ce que les totalitarismes auraient voulu faire, une race, au mieux la démarginaliser ou pire. Donc être juif, c'est pas que des gènes, on n'est pas une race. Et on verra que la race, ça n'existe pas. Ou les races, ça n'existe pas du tout. Et pour preuve, c'est que Abraham, là donc, vous reprenez les grands classiques, notre littérature, la Bible, Abraham dit à un moment donné, quand il va s'en aller de chez Terrar, son père, il dit « Ceux qui me suivront seront mes frères ». Donc à l'évidence, ce n'est pas ses frères biologiques, c'est tous ceux qui vont embrasser sa façon de penser et qui vont partir avec lui. Et de même, lors de la sortie d'Égypte, de nombreux Égyptiens vont suivre Moïse et les Hébreux, et vont se fondre dans le peuple juif. Comme les Russes en Israël. Voilà, mais là je parle à l'origine. Donc ça veut dire que déjà dès l'origine, la Torah nous dit ce qu'est le peuple juif. C'est une transmission, c'est une transgression aussi, parce qu'on va remettre en cause des choses. Donc être juif, c'est un état d'esprit, c'est une façon d'être. C'est pas que dans l'action, c'est pas que dans les paroles, c'est aussi dans l'action. Transgression, c'est parce que l'hébreu va aller au-delà. C'est ça être un hébreu, la racine étymologique. Et pourtant, la génétique a un rôle où la génétique est intéressante parce qu'elle porte en creux tout ce passé, cette richesse. Toute notre expérience, on peut aussi la trouver dans l'ADN, mais pas que. Un peu comme Jérusalem, Shalom, c'est la ville de la paix, mais c'est aussi la ville de la complétude. Shalem, c'est la complétude, ça veut dire que tout doit y être. Si tout y est, ça veut dire qu'il n'y a pas d'exclusion. C'est toutes les nations, c'est toutes les expériences. Et le tout, c'est ce qui s'oppose à ce qui est unique, la pensée unique, le totalitarisme, qui veut uniformiser les choses. Le but, finalement, du judaïsme, c'est avec de la diversité, faire quelque chose d'harmonieux et d'être ensemble. Ensemble veut dire, comme les doigts de la main, chaque doigt a une fonction bien déterminée, on n'est pas que des pouces, on n'est pas que des index. Tout ça, ça contribue à faire que la main, elle est utile et commandée par l'esprit, c'est-à-dire par la transcendance, on arrive à faire des choses. C'est ça le programme du judaïsme. Donc, dans notre ADN, l'ADN des êtres humains, on le verra, il y a la mémoire du monde et des mondes, c'est-à-dire tout ce qui nous a précédés, parce qu'on n'est pas issu comme ça je dirais, du jour au lendemain, l'homme est né adulte, ça c'est certaines théories religieuses qui le disent, mais même dans la Torah, on parle d'évolution. Deux exemples. Le premier être, c'est pas Adam, un homme, duquel on va enlever une côte et faire une femme, pas du tout ça, comme vous lisez les textes, en hébreu, c'est pas ça. Il est à la fois mâle et femelle, et c'est répété 2 fois. Donc c'est hermaphrodite. Il a les deux sexes, puis après ils vont être séparés. C'est donc bien une évolution. On passe d'une structure vivante, qui est à la fois mâle et femelle, et après il y a la séparation des deux. Ensuite, le serpent. Le serpent, à l'origine, il ne se faufilait pas entre les pattes de l'homme. C'était pas le serpent tel qu'on le connaît, c'était un serpent érigé. Ça ressemble fichtrement au dinosaure. Et c'est après la faute, entre guillemets, là ça voudrait, je dirais, des livres de commentaires, il va ramper. Donc on passe d'un état à un autre. Donc si on regarde les textes qui ne demandent qu'à être interprétés, parce que c'est ça le fait juif, c'est interpréter les choses, il n'y a pas de dogme chez nous, eh bien on voit qu'il y a la mémoire des mondes dans notre ADN également. Alors, quelques histoires juives. Dans le must des histoires juives, les mères juives, enfin je veux dire, on ne peut pas passer à côté des mères juives. Vous êtes d'accord? C'est toutes des mères juives. Bon. Alors, quelles sont les deux professions par excellence des mères juives? Des enfants. Pour leurs ah, enfants, ouais. pardon, excusez-moi. Des souhaits des mères juives. Des souhaits des mères juives. Vous connaissez l'histoire des mères juives qui se promènent, elles ont chacun une poussette, les enfants dedans. Voilà, Moïse, 4 mois, médecin. Sarah, 6 mois, avocat. Et bien moi, je n'ai pas échappé à ça. Ma mère, qui est une grande démocrate, elle nous avait laissé faire ce qu'on voulait, mon frère et moi. Elle a choisi un appartement qui devait être dans un rayon, qui devait avoir dans un rayon de 300 mètres, l'école maternelle, l'école primaire, le lycée et la faculté de médecine. On a fait exactement ce qu'on voulait. Et si elle n'avait pas été là, eh ben, je ne ferais pas cette présentation. Deuxièmement, l'île déserte. Alors ça aussi, c'est un must. Vous avez un bateau qui coule,
au milieu de nulle part. Il y a 3 personnes qui survivent, qui arrivent sur une île déserte, enfin il n'y a pas d'être humain. Il y a un Français, quelle que soit l'origine, un Anglais, quelle que soit l'origine, et un Juif, quelle que soit la nationalité. Ils vont passer 20 ans sur cette île déserte. Puis un jour, il y a un bateau qui arrive, et vont les récupérer. Et cette île, elle a la particularité d'avoir des éléphants. C'est l'île aux éléphants. Eh bien, chacun va écrire un livre. Le Français, il va écrire comment servir l'éléphant. C'est un livre de recettes de cuisine. C'est normal. Le Britannique, il va écrire de la chasse aux éléphants. Normal. Et le Juif, qu'est-ce qu'il va écrire? La question juive et les éléphants. Donc, on doit trouver normalement de la génétique ou du judaïsme dans tout. Alors, un peu de génétique maintenant. Qui a fait un peu de génétique? Tout petit peu. Tout petit peu, donc ça vaut le coup que je recommence. Parce que j'ai travaillé dans un labo, mais la Bon. génétique c'était petit. On va faire très très simple. Est-ce que tu peux juste un peu diminuer la taille, parce que là on verra pas finalement. Des bases. Cellules. Voilà, c'est parfait, génial, on ne touche plus. Donc, pour illustrer mon propos, je vais vous parler d'une belle danseuse. La belle danseuse, c'est la génétique. Si on prend un microscope à très fort grossissement et qu'on prend un morceau de la peau, ou n'importe quel tissu, on va voir que ça ressemble à un mur de briques. Pour faire simple, ce sont les cellules. Notre organisme est constitué d'un très très grand nombre de cellules. Il y a des cellules nerveuses, des cellules du foie, des cellules de la peau, etc. Et à l'intérieur de cette cellule, il y a un noyau. Comme une cerise, elle a un noyau. Et dans le noyau, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'ADN. L'information génétique. Toutes les cellules de l'organisme, sauf les globules rouges, ont un noyau dans lequel il y a l'ADN. Cette double hélice, décrite par Watson et Crick et Wilkins. Et c'est dans ce noyau que se trouve l'information génétique, c'est-à-dire ce qui nous fonde en tant qu'être humain, mais c'est vrai aussi pour tous les animaux et tous les végétaux, ainsi que les champignons. C'est le support de l'hérédité, c'est-à-dire ce qui va se transmettre de génération en génération. Voilà. Comme ce sont des cellules qui sont microscopiques, et que le noyau est encore plus petit que la cellule elle-même, et que dedans vous avez de l'ADN, eh bien, cet ADN, il mesure 2 fois 1 mètre. Donc nous avons 2 mètres d'acide nucléique, d'ADN, c'est acide désoxyribonucléique, c'est ça la formule. Eh bien, pour tenir dans une cellule qui est microscopique, ça va être obligé de se replier. C'est ce qu'on appelle les chromosomes, c'est des pelotes d'ADN. D'accord? On en a 23 paires, 22 autosomes, ceux-là, et 2 chromosomes sexuels qui vont déterminer donc le sexe, le X et le Y. Donc soyez fiers, les femmes ont toujours plus de matériel génétique que les hommes. Regardez, les hommes, ils ont tout ça. Un X et un Y. Vous avez 2 X comme ça. Mais là, il y a 24 paires. Non, 23 paires. Et là, c'est XY. 2 X pour une femme, XY pour D'accord, c'est ou l'un ou l'autre, quoi. Voilà. Voilà. Chaque fois, quand je vous ai dit, il y a 2 fois 1 mètre dans une cellule, ça veut dire qu'il y a 1 mètre qui vient du papa, il y a 1 mètre qui vient de la maman. Voilà. Donc, c'est un petit peu le support de l'information génétique, c'est un petit peu comme si vous aviez un livre avec des mots. Les gènes, c'est des mots qui racontent une histoire. Chaque mot a un sens bien précis. Et c'est ce qui fera que finalement, quand vous avez l'ensemble du texte, ça va nous constituer, ça va raconter une belle histoire. Ou alors, pour faire plus simple, c'est comme des perles sur un collier, sauf que les perles sont différentes, les unes des autres. Les mutations ou les variations, qu'est-ce que c'est? C'est la modification des mots dans le texte. Vous rajoutez un mot, vous changez une lettre, vous en enlevez un. C'est un peu comme si vous aviez une recette de cuisine où on vous dit qu'il faut prendre 500 g de farine, 6 œufs, là vous changez, vous mettez 30 œufs et 50 g de farine. Le résultat n'est pas forcé d'être adéquat. D'accord?
Donc les mutations dites délétères, c'est celles qui vont entraîner une maladie. La plupart des variations qui se produisent sont neutres, et quelques-unes vont donner un avantage sélectif. Comme quoi? Voilà, je veux dire, nous sommes le résultat d'un certain nombre de variations sélectives. Je veux dire, qui peut avoir... Comme un mec qui est circoncis, par exemple. Non, les cheveux bleus. Non. Les yeux bleus, c'est un avantage sélectif. Ouais. C'est un avantage, bon. Aussi dans la production, bien sûr. Oui, puis Dans une masse de yeux noirs, les yeux bleus, ça se reconnaît. Voilà. Il n'y a pas que ça. Il y a un ensemble d'éléments comme par exemple la meilleure résistance à une haute température, une faible température, etc. On va se répartir, je veux dire, en fonction des avantages et des inconvénients de notre génome et en fonction des contraintes du monde de l'environnement, on va se répartir différemment. Haute température, on va avoir un phénotype, c'est-à-dire un aspect extérieur différent. Parce que qu'est-ce que c'est que le passage de génération en génération? C'est ce qu'on appelle la réplication de l'ADN. Quand une cellule mère va se diviser en deux cellules filles, par exemple, vous avez l'œuf, il se divise pour vous donner ensuite l'ensemble des cellules. Eh bien, avant de fabriquer tout ça, vous avez toutes les étapes pour fabriquer les gamètes, l'ovule et le spermatozoïde. Il y a des divisions cellulaires, donc vous répliquez l'ADN, vous recopiez, et à ce moment-là, vous pouvez commettre des fautes. C'est un peu comme si je vous demandais de prendre un bottin et d'écrire le bottin. Même si vous êtes vachement doué en orthographe, à un moment donné, vous allez commettre des erreurs. D'accord? Ben, c'est ça les mutations. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, lors de l'évolution, il y a eu un système qu'on appelle le système de réparation qui est apparu. Ce sont des gènes qui sont là comme dans la littérature. Vous avez quelqu'un qui écrit un texte ou dans l'édition, et on va repérer s'il n'y a pas eu des fautes au moment de l'imprimerie et les corriger. Et bien les gènes qui codent pour ça, ils viennent et corrigent la majorité des erreurs. Mais il y en a certaines qui seront conservées. C'est ça les variations. C'est ça les mutations. Dans un petit nombre de cas, ça va donner des mutations délétères, c'est-à-dire des maladies. Alors on peut se dire, mais c'est mal fichu. Pas du tout. C'est un élément fondamental, inhérent au vivant. Le vivant va vers la diversité. Si on n'a pas de diversité, on meurt. Donc ce système-là, qui dans un petit nombre de cas donne des maladies, est un élément essentiel du vivant. C'est de produire de la diversité. À quoi ça sert la diversité? on ne peut pas le cloner en fait. Sinon, on se retrouve des clones. Oui, et ça veut dire quoi si on est tous pareils? Il faut imaginer l'évolution au cours du temps. Eh bien, si on est tous pareils et qu'il y a un changement dans l'environnement, par exemple, abaissement de la température, d'accord, et qu'on a tous un génome qui nous permet de vivre en région tropicale, on meurt tous. Si vous avez quelqu'un dont le système d'appareillage enzymatique ou les hormones peuvent travailler avec des 20 voire 40 degrés en moins, eh bien, celui-là il va survivre, les autres ils meurent. D'accord? Donc la diversité c'est ça. Il y a un changement, on est capable de résister. C'est une forme de garantie de l'humanité, C'est une garantie du vivant, c'est pas l'humanité, c'est tout le vivant fonctionne comme ça. Le vivant produit de la diversité. Donc ceux qui parlent de race pure sont des abrutis, ils n'ont rien compris. Les races pures, c'est voué à l'extinction. Donc la diversité, c'est une garantie du vivant. Un exemple. Bon, je vous en ai déjà donné un. C'est aujourd'hui, nous sommes tous des héritiers de ceux qui ont survécu des glaciations. On en verra tout à l'heure. Eh bien, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une sélection terrible. Tout petit groupe a survécu, pour deux raisons. Soit parce qu'ils étaient moins exposés que les autres, soit parce qu'ils avaient un bagage génétique qui leur permettait de survivre. Et je vous donnerai des exemples plus précis. Donc c'est ça. La diversité, c'est fondamental. Alors, notre patrimoine génétique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et comme vous le savez tous, on est composé d'un patrimoine génétique mixte. Une partie vient de notre mère, une partie vient de notre père. Le père, il est le seul à pouvoir donner le chromosome Y. Il peut donner X ou Y. C'est lui qui déterminera finalement si on a une fille ou un garçon. C'est à égalité le partage ou ça dépend? C'est-à-dire? C'est-à-dire c'est moitié-moitié vraiment, ou c'est des fois on peut avoir, je sais pas, le chromosome 1 qui est plus la part de la mère et moins la part du père, je sais pas, toi? Non, maintenant je veux dire, tu as un spermatozoïde, un ovule, et il donne... Donc c'est à part égale en général. À part égale en général. Mais le problème, c'est qu'il peut y avoir des pathologies où il y a un chromosome en plus ou un chromosome en moins qui est apporté. Dans la physiologie normale, c'est à part égale.
en sachant toujours que le chromosome Y, c'est en fait un chromosome X qui s'est ratatiné. Donc si on réfléchit bien, elle n'a pas du matériel génétique, c'est peut-être la femme qui est en premier. Voilà, c'est pas très sexy pour les hommes. Donc on va cacher tout ça. Comment on réécrit l'histoire? Et la génétique vient là pour dire, attendez, c'est pas aussi simple. Ça nous change la perforation. Alors, chacun porte la moitié de son patrimoine génétique, mais quand même, vous avez remarqué, si la mère a plus de patrimoine génétique, c'est quand même le mari qui décide, ou le conjoint qui décide, parce que c'est lui qui va faire qu'on a une fille ou un garçon. Donc c'est jamais aussi simple. Ça veut dire que finalement, au-delà de la réflexion sur le genre, tous ces trucs philosophiques, je ne sais pas à quoi ça aboutit, mais il y a quand même des vérités biologiques sur lesquelles on ne peut pas faire l'impasse. On est rattrapé quand même par notre biologie. Alors, on restaure le patrimoine génétique, c'est-à-dire les 2 mètres d'ADN, au moment de la fécondation. La mère amène son patrimoine génétique, le père amène son patrimoine génétique. Si après les deux, ça ne marche pas. Alors, une maladie du génétique, c'est que dans un des livres, un des mots portait une anomalie. Et ça, c'est ce qu'on appelle une mutation. Alors, ça peut être un mot, ça peut être une page qui manque, ça peut être une page qui est répétée 2 fois, ça peut être un mot qui est répété 2 fois, ça peut être une lettre en plus, etc. Vous avez une très grande variation des altérations. Et si, par exemple, vous regardez les choses, vous dites, il y a un texte, une histoire qui raconte l'histoire d'une femme qui se promène, elle avait un manteau rouge. Ce manteau rouge est transformé en bleu. Ça n'a pas un impact considérable. D'accord ? Mais si Zorro, il n'est pas noir, qu'il est blanc, c'est compliqué, il ne va pas pouvoir se cacher la nuit. On va le voir. Et bien ça, on verra dans la sélection, par exemple, des papillons, avec l'avenir, avec l'évolution industrielle, ça jouait un rôle dans la sélection. Ce qu'on appelle le phalène du boulot, il était blanc, la majorité était blanc, et il se mettait sur les murs, et comme ça, il se cachait des animaux qui étaient ces prédateurs. Le jour où l'industrie est apparue, on a eu de la fumée, les murs sont devenus noirs. Donc le papillon blanc se voyait. Donc celui qui était noir, le vilain petit canard, ben lui, on ne le voyait pas. Donc il échappait au prédateur et il a survécu. Donc vous voyez, ça peut être utile. À un moment donné, ça n'a aucun impact. Ça peut même être un désavantage sélectif. Le blanc il est plus joli, etc. Et à un moment donné, ça change, il survit. Et ça change complètement au niveau de l'espèce entière. D'accord ? Donc maladie génétique, c'est, ou variation, c'est l'altération, la modification d'un des passages du livre. Mais quand on va fabriquer un enfant, on a 2 copies, un qui vient de la mère, une copie qui vient du père. Quand on fabrique nos gamètes, donc on va fabriquer 2 types de gamètes, qu'on soit homme ou femme, ceux qui ont l'anomalie ou ceux qui n'ont pas, quand on est porteur soi-même de l'anomalie génétique, héréditaire. Donc ça veut dire que le risque pour la descendance, il est de 50%. Dans 50% des cas, on ne transmettra pas de gamètes avec la mutation. Dans 50%, on transmettra des gamètes avec la mutation. D'accord ? Donc c'est jamais du 100%. La plupart des patients qu'on voit en consultation ne le savent pas. Maintenant, ça change parce qu'avec Internet, ils le savent parfois plus que nous, au sens propre comme au sens figuré. Parce que des fois, ils nous disent, docteur, je l'ai lu, vous racontez n'importe quoi. Vous êtes fada, comme ils disent à Marseille. Alors, les juifs et la génétique. On va revenir sur des principes. On a des termes qu'on utilise, dont on sait tous intuitivement ce que ça veut dire, mais en fait, qui reposent sur rien. La notion de race. Quand on pense à race, on pense aux différentes populations humaines, caucasiens, blancs, jaunes, noirs, etc. La réalité, c'est que ça n'existe pas du tout. La race n'a pas de définition biologique. C'est une définition uniquement politique. C'est une invention politique. Ça a un but caché derrière. Quand on parle de race, c'est pour classer les individus. En général, ceux qui parlent de race, c'est les colonisateurs. Ils viennent et ils disent « toi oui, toi non ». Donc on se retrouve comme ça, dans des bus séparés, ou à l'avant ou à l'arrière d'un bus. Ça peut même aller beaucoup plus loin. Quand on est un généticien ou un biologiste, en tout cas un scientifique, on va parler de population de groupes humains. Et on appartient tous à une seule espèce, l'Homo sapiens. Ce qui fait que certains scientifiques, les sciences humaines, ont rattaché le mot race à le mot espèce en disant les races au sens politique du terme n'existent pas. On va parler de la race humaine, mais en vérité, il vaut mieux parler d'espèce parce qu'on est une espèce
au sein de l'Homo sapiens, il y avait une deuxième qui a disparu, l'homme de Néandertal. Disparu, en fait, on n'en sait trop rien. Mais nous, on est ce qu'on appelle les Homo sapiens sapiens. Donc, au sein du groupe des Homo sapiens, on est l'Homo sapiens sapiens. D'accord? On est vachement sages, il paraît. Ouais, complètement plus sage. Voilà. Alors, la réalité, c'est qu'au sein d'un groupe humain, caucasien, africain, etc., asiatique, on a effectivement l'impression qu'on a beaucoup de points communs, mais il y a parfois plus de diversité entre deux individus d'un même groupe humain qu'entre deux groupes séparés. Si par exemple on veut faire une greffe d'organes, une transfusion, parfois son voisin ça ne marche pas. Ou même des gens de sa famille, ça peut ne pas marcher. Alors que, on va dire, le migrant du coin qu'on avait voulu jeter dehors, lui peut-être qu'il a l'organe qu'il faut. Parce qu'il est compatible. Donc vous voyez, les évidences, elles cachent en fait des choses qui sont beaucoup plus complexes. Donc ça veut dire que, en réalité, il y a des groupes humains selon certaines caractéristiques, mais on peut très bien définir d'autres groupes à partir d'autres caractéristiques. La différence qui nous paraît évidente, la pigmentation, la couleur des yeux, ou les cheveux, ce sont des éléments très anecdotiques, c'est ce qu'on voit. La majorité des choses, on ne les voit pas. Donc on attache de l'importance à des détails. Alors, autre chose qui devrait nous rendre très modestes. C'est incroyable le nombre de personnes qu'on a tuées au nom de la religion, et pourtant, que ce soit les grands livres ou autres, on descend tous d'Adam et Ève. Donc ça veut dire que l'on soit africain, juif ou autre, il n'y a pas de raison de nous tuer, parce qu'on descend, on est tous de la même famille. Eh bien si, pourtant, on va les tuer. Donc la réalité, c'est que, au-delà d'Adam et Ève, qui est, on va dire, un élément de la liturgie, un élément de nos textes, qu'est-ce qu'il faut voir? C'est qu'il y a un petit groupe d'individus qui va se séparer progressivement du tronc commun qu'on avait avec les grands singes, et qui va devenir l'humanité. Donc effectivement, on a tous des ancêtres communs au commencement. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est les survivants de l'art glaciaire, qui a tué un nombre considérable d'êtres humains, et d'espèces en général. D'accord? Et aussi des grands fléaux comme les maladies infectieuses. Des millions de personnes sont décédées, nous on est des survivants. On est même des mutants, on est tous des mutants ici. Parce que si on n'avait pas été des mutants, on serait encore soit des bactéries, soit des algues. Donc vous allez rentrer à la maison, vous allez dire, les X-Men, c'est nous. D'accord? Voilà. Parce qu'effectivement, on n'est pas resté tel qu'on était. Donc c'est un peu la génétique, l'éloge du mouvement, ou de la modification. On n'est jamais resté tel qu'on était. Le retour aux origines, c'est comme finalement le rêve de rester dans l'utérus de sa mère, tranquille. Mais le retour à l'origine, c'est pas possible. Sinon, on ne serait pas ce que l'on est. Donc, on évolue toujours vers plus de diversité. Et comme je le disais, plus une espèce est diverse, plus c'est une garantie de la survie de l'espèce en elle-même. C'est-à-dire que quelques individus vont garantir l'espèce. Mais ce qui est très 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 important, et ce qui est plus important encore que la génétique, qui fait que la génétique, la biologie devient très secondaire, c'est que l'homme a inventé quelque chose, la culture. Il y a plus d'informations dans la bibliothèque, les ordinateurs, qu'il y a dans notre ADN. Il y en aura toujours plus. D'accord? Aujourd'hui, on n'est plus l'objet de ce qu'on appelle la sélection telle qu'on avait. Avant l'invention de la médecine moderne, on mourait de la tuberculose ou d'autres choses. Vous aviez un déficit moteur, vous mourriez. Vous aviez un handicap, vous mourriez. Soit vous mourriez tout seul, soit on vous tuait. D'accord? Combien de prix Nobel potentiels sont morts à cause de ça? Et en général, ce n'est pas binaire. Vous avez un désavantage, tout est désavantageux. Il y a des gènes qui peuvent entraîner des maladies, mais aussi donner un avantage sélectif. Deux exemples. Vous prenez les récepteurs pour les virus. Toutes nos cellules, elles ont des sortes de clés. Et le virus, c'est quelqu'un qui a, enfin c'est un organisme, c'est non vivant, c'est l'information génétique qui a une clé qui permet de rentrer dans les cellules. Le virus du sida, par exemple, il a une clé et certaines cellules ont la serrure pour entrer dedans. Vous avez dans les pays nordiques
beaucoup moins de récepteurs qui permettent au virus du sida de rentrer. C'est génial. Donc ça veut dire que, quand on regarde au niveau de la population, le taux d'infection initiale était plus faible dans les pays nordiques. Donc ça veut dire, chouette, il faudrait qu'on se greffe tous ce type de récepteur. Soit il ne fait pas rentrer le virus du sida, soit on en a moins, donc la distribution est différente, donc c'est avantageux. Sauf que, dans ces populations-là, le fait d'avoir ce génome qui nous protège, entre guillemets, du virus du sida, eh bien, va nous donner un sur-risque de sclérose en plaques. Alors ça, c'est pas joli. La sclérose en plaques, c'est une maladie terrible. Donc vous voyez, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Deuxièmement, le virus, il s'adapte. À force d'affecter des cellules, il va muter, et puis il va prendre aussi des gènes de l'autre, la personne qui l'a infecté. Donc, en vérité, tout ça, c'est un phénomène dynamique. La génétique, ce n'est pas quelque chose de figé. Autre élément, on va revenir à la glaciation. Quand on regarde les sculptures qu'on a trouvées de la période glaciaire, on s'aperçoit que les personnes qui s'idéalisaient, le genre féminin, leurs idoles à eux, c'était les Vénus de la préhistoire, c'était des personnes qui étaient très loin de ressembler à nos mannequins actuels. C'est des personnes qui avaient un certain embonpoint. Donc, pourquoi, à cette époque, ils valorisaient ça, alors que nous, c'est plutôt le mannequin anorexique, entre guillemets? Ben, c'est très simple. On ne mangeait pas tous les jours. Il fallait avoir des réserves. Quelqu'un qui avait des réserves, c'est quelqu'un qui était capable de survivre. Deuxièmement, au moment de l'accouchement, si vous n'avez pas de réserve, et vous n'avez pas, je veux dire, ce qu'il faut pour pouvoir vous maintenir en vie et accoucher, ben vous mourrez. Donc ça veut dire qu'on valorisait ce qui était l'élément essentiel à cette époque, qui garantissait la survie du clan, de la tribu, du groupe humain. Bien sûr, aujourd'hui, c'est moins valorisé. Donc, vous voyez, là aussi, il y a un élément culturel qui fait que ceux qui sont arrivés jusqu'à nous avec un certain embonpoint, ou cette facilité de l'avoir, c'est quand même ceux qui ont permis à l'espèce d'arriver jusqu'à nous. Donc on devrait avoir, je dirais, un certain respect pour ces personnes-là, et pas les montrer du doigt comme c'est trop souvent le cas, parce qu'ils sont effectivement les gens qui portent en eux la trace de ceux qui nous ont permis de survivre, en tant qu'espèce, au niveau de l'échelle du temps. Donc je reviens là-dessus. L'élément fondamental qu'a inventé l'homme, l'espèce humaine, c'est la culture. On produit de l'information qui n'est pas stockée dans le cerveau. On n'est plus limité par le biologique. Donc ceux gens qui disent l'ADN c'est fondamental, c'est ça, entre l'inné et l'acquis, la réalité c'est que aujourd'hui on a dépassé la génétique. On n'est plus tributaire de nos gènes. On est encore trop souvent malheureusement avec des maladies, mais de plus en plus on est capable de traiter des maladies. Les gens qui disparaissaient, qui mouraient avant, aujourd'hui survivent. Grâce à notre culture, grâce à la faculté de médecine, on a de plus en plus de moyens de s'affranchir de la biologie. C'est donc ça le grand problème. Et donc tous ceux qui disent la logique de la survie, c'est la logique du plus fort, se trompent complètement. On retourne à la barbarie. Toutes ces je dirais, sociétés, tous ces régimes politiques qui mettent en avant la sélection du plus fort, le plus grand, le plus intelligent, etc. Non, c'est la réalité. Je crois que c'est Albert Einstein qui disait ça. Peut-être que je me trompe, je ne sais plus si c'est lui. Il disait, en fait, c'est celui qui évolue. Donc, le plus fort, c'est celui qui s'adapte. Mais vous aviez parlé de... Excusez-moi, je peux juste une petite question. Allez-y. C'est une remarque par rapport à ce que vous avez dit là, tout à l'heure. Vous avez dit que la diversité fait... Bon, c'est un outil du vivant, mais la culture empêche ce mélange de diversité, parce que ça voudrait dire que si on se mélange, tous ces êtres humains que nous sommes, espèces, ça voudrait peut-être aussi dire que nous allons obtenir une meilleure humanité, quoi, puisque Ça veut le dire quoi, mélange de la une meilleure diversité, hein, Ça veut dire quoi une meilleure humanité? L'humanité avec une meilleure génétique, en fait quelque chose qui soit... Comme je vous l'ai dit, la génétique elle est plus aussi essentielle. Qu'est-ce qui se passe? Donc, vous avez une population qui va humaine, un groupe originel, en fonction des mutations de ce patrimoine génétique, il va occuper différentes niches écologiques. Ceux qui ne sont pas aptes à vivre au niveau de l'Afrique, parce qu'on est tous des Africains à l'origine, c'est la théorie dominante, ils vont aller de plus en plus vers les pays, vers les régions nordiques, où ils sont moins exposés.
Et ils vont avoir, ceux qui vont survivre à ce moment-là, c'est ceux qui ont le patrimoine génétique qui est le plus adapté. Les autres restent en Afrique. Okay. Après, les groupes humains, ils développent dans leur quotidien une culture. Parce que la culture, c'est d'abord comment je m'adapte à mon environnement. La chasse, la pêche, l'agriculture, les maisons, etc. Comment je m'habille. Donc vous avez des cultures qui vont se bâtir. Et après, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce que les gens, ils bougent. À partir du moment où ils ont été autonomes, eh bien, ils vont chercher à aller ailleurs, à échanger ce qu'ils n'ont pas. Donc les différentes cultures, les différentes sociétés, elles vont échanger des produits, de la soie, etc. Ou des solutions. Je vais mieux pêcher. Alors, on est dans une société maintenant où les gens bougent, où l'information bouge, elle circule. Alors peut-être qu'on va aller vers des isolats, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'information circule, on ne circule plus nous en tant qu'être humain, et on va continuer, à ce moment-là, on va perpétuer un système génétique qui est le système ancien, c'est-à-dire se marier entre nous, c'est possible aussi. Mais aujourd'hui, la culture fait qu'on n'est plus tributaire de nos gènes. Ça ne veut pas dire qu'on va aller vers une humanité complètement métissée. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on s'est déplacé, on a métissé les groupes de population. C'est devenu plus des populations pures. Déjà qu'à l'origine, c'est même pas sûr qu'elles aient été pures. Et on voit, quand on fait l'analyse populationnelle, la notion de race pure n'a aucune signification. C'est un fantasme. Alors, je ne sais plus... Ouais, ça je l'avais dit. Donc maintenant, une illustration de la génétique et les juifs. Enfin, on va dire de la génétique médicale. Il y a ce qu'on appelle les maladies récessives et les maladies dominantes. Les maladies récessives, c'est, comme on a tout en double, c'est des maladies, pour être malade, il faut qu'on ait les deux gènes, celui qui vient du père et de la mère, qui soient mutés, qui soient inactivés ou suractivés, enfin tout dépend du type de maladie dont on parle. Donc pour avoir les deux copies, il faut qu'il y en ait une qui vienne du père, une qui vienne de la mère. Et quelle est la meilleure façon, ou quelle est la situation qui augmente le risque d'avoir quelqu'un qui est homozygote? C'est-à-dire que... Voilà, exactement. Donc quand vous êtes dans un ghetto, que vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, eh ben, vous avez de fortes chances, le mot anglais, hein, c'est-à-dire une forte probabilité que votre conjoint ait un patrimoine génétique proche du vôtre et possiblement le même gène muté. Et donc ça va donner par exemple des maladies récessives. Les parents sont indemnes, puisqu'ils ont une copie chacun, mais 25% des enfants, statistiquement, vont être porteurs de la maladie. Alors, un exemple, chez les Ashkénazes, ce qu'on a appelé l'idiotie amaurotique de Tay-Sachs, donc c'est cécité et retard mental. Donc chez les Ashkénazes, mais il y a aussi la même chose, ou son équivalent, enfin une autre maladie, mais qu'on trouve chez les séfarades, c'est la maladie périodique ou fièvre méditerranéenne, qui est très très connue. Alors au début, ça ressemble à quelques douleurs diffuses, et puis ça peut très mal se terminer. Donc là, on voit bien, ça peut être favorisé idéologiquement, on se marie contre nous, mais la majorité du temps, c'est la ghettoisation. Donc un événement politique qui influe sur le patrimoine génétique. Ensuite, les maladies dominantes. Là, les parents sont malades. Un des deux parents est malade, possiblement les deux, mais en général c'est un, et il suffit d'avoir une copie mutée pour être malade. Le risque pour la descendance, il n'est pas de 25%, il est de 50%, transmission verticale, alors que dans l'autre situation, récessive, c'est en général horizontal. Vous avez un ou deux cas de patients malades dans la famille. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle des mutations récurrentes avec effet fondateur. Mutation récurrente, c'est la même altération génétique qu'on retrouve dans un groupe humain. Ça peut être parfois ce qu'on appelle une fragilité du génome, hotspot, qui fait qu'à un moment donné, ça se passe mal et vous avez des mutations chez des gens qui n'ont pas de lien de parenté, mais là, c'est un effet fondateur, c'est-à-dire un jour, dans une famille, il y a un enfant qui naît avec cette altération, et tous les enfants qui vont descendre de cet ancêtre, tous les descendants, auront cette anomalie. Enfin, elle va être transmise. C'est-à-dire que ça sera à chaque fois 50-50, mais tous ceux qui, des siècles, voire des millénaires après, seront porteurs de cette mutation dans le groupe,
eh bien, l'auront hérité de cet ancêtre commun. Alors, on parle beaucoup des mutations juives, à croire que finalement, il n'y a que les juifs qui ont des maladies. C'est pas vrai. Tout le monde en a. Mais souvent, ces mutations sont mieux connues. D'abord parce qu'elles sont mieux connues de nous. Mais elles sont aussi connues pour des raisons, on va dire, sociologiques. Par exemple, des mutations dites ashkénazes, pour le cancer du sein, on verra après que ce ne sont pas des mutations ashkénazes, qui sont des altérations des gènes BRCA1, BRCA2. Ça, c'est mon travail. Je travaille sur les altérations de ces gènes. On les diagnostique au quotidien. Prédispose au cancer du sein. Donc, quand vous regardez les comportements des populations dans les pays anglo-saxons, parce que dans les pays anglo-saxons, il n'y a pas de tabou sur l'origine. Hein. Vous avez un questionnaire, vous êtes juif, portoricain, etc. Qu'est-ce que vous aimez? Bon. En France, c'est interdit, on ne doit pas questionner sur l'origine. Mais aux États-Unis, il n'y a aucun problème. Et même, on va dire que l'organisation économique est basée sur les préférences des groupes. Les portoricains, ils vont y mettre tant de choses, les juifs, ils mettent tant d'argent sur l'éducation et sur la santé, donc on va promouvoir des programmes de dépistage. Notamment, c'est comme ça que c'est né autour de la maladie de Tay-Sachs. Et après, ça s'est vraiment développé avec BRCA1, BRCA2. Et c'est parce qu'on en trouvait beaucoup dans les pays anglo-saxons chez les juifs que ces deux mutations, qui étaient des mutations, celle de BRCA1 et BRCA2, qui étaient des mutations récurrentes avec un ancêtre commun, donc un effet fondateur, qu'on les a appelées faussement des maladies, des mutations ashkénazes. C'est pour des organisations, on va dire, qui n'ont rien à voir avec la génétique. On les a identifiées. C'est clair? C'est de la même manière la maladie de Crohn pour les séfarades? Oui, vous en avez aussi chez les ashkénazes. Oui. Mais on ne dit pas que c'est beaucoup chez les séfarades par rapport à Si, une si. culture alimentaire. Il y a des choses qui vont révéler la maladie, mais elle est déjà présente. Alors là, ce que vous mettez en évidence, c'est que le tout génétique existe rarement. Alors, pour le cancer, c'est jamais tout génétique. Vous avez des facteurs environnementaux qui interviennent, qui vont révéler l'anomalie. C'est vrai pour le diabète, c'est vrai pour le cancer du sein, c'est vrai pour la maladie de Crohn. C'est clair? Alors, BRCA1, BRCA2, j'ai pris les anciens noms, au cas où il y ait des gens qui connaissent un peu les choses, qui les aient lus. Maintenant, on a changé la nomenclature de l'appellation des mutations, on ne les appelle plus comme ça, mais si vous voulez regarder la littérature, les deux mutations les plus fréquentes qu'on a trouvées chez les ashkénazes, c'est la 185D, la G, et 5382 avec l'insertion d'un C qui te donne en BRCA1. C'est ça qu'on appelle les mutations ashkénazes. Parce que les premières populations chez lesquelles on les a trouvées, c'était des ashkénazes. Puis après, quand on a fait des études de population, chez les Juifs, en Israël, mais également dans les autres pays, on a vu que les séfarades étaient également porteurs de cette anomalie, en Espagne, etc. Et on a réussi à dater cette mutation. C'était avant la séparation, donc avant la diaspora, qui a fait qu'on a eu des ashkénazes et des séfarades. Si la mutation est présente en grand nombre chez les ashkénazes et les séfarades, c'est-à-dire que ce n'est pas, entre guillemets, une contamination interpopulation, c'est-à-dire que c'était des ancêtres qui vivaient, qui avaient déjà la mutation avant la séparation des deux groupes. OK? Et puis on a été plus loin. On a étudié les marqueurs qui flanquent un gène. C'est-à-dire que notre ADN, il est composé de gènes qui vont coder pour des protéines, et puis vous avez des séquences dans le génome qui n'ont pas vocation à coder pour des protéines. Parfois on ne sait même pas à quoi ça sert, mais ça a été conservé par l'évolution, donc ça veut dire que ça a un rôle. Eh bien, qui sont polymorphes entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a des variations, mais qui ne codent pas pour des protéines. Donc on les utilise comme marqueurs. Et on s'est aperçu que la plupart des porteurs de ces deux mutations avaient des haplotypes, et notamment la DLG 185 avait un haplotype qui était très très ancien et très fréquent au Moyen-Orient. Très fréquent chez des non-porteurs de la mutation. Donc ça veut dire que vous avez un haplotype, on va dire sémite. Ce sémite, un jour, il va avoir un enfant, ou cette sémite va avoir un enfant, qui va être porteur de la mutation. C'est-à-dire que dans ces cellules germinales, spermatozoïdes ou ovules, il y a la mutation, il fabrique un enfant, et cet enfant, c'est le premier à l'avoir, et qui va ensuite la transmettre de génération en génération. D'accord? Et vous avez plein de gens, au Moyen-Orient, qui ont l'haplotype, mais qui ne sont absolument pas porteurs de cette mutation. D'accord? Ce qui veut dire, on peut être porteur de l'haplotype sans être juif.
Parce que c'est sémitique, c'est donc générique, c'est une population sémitique. On peut très bien être porteur de la mutation sans avoir l'haplotype. C'est possible d'avoir cette mutation, mais de ne pas du tout appartenir au groupe sémitique. Elle est apparue comme ça, la même histoire, mais ailleurs. Et on peut très bien être porteur de l'haplotype et de la mutation sans être juif. Parce qu'il y a eu des conversions, certes, mais on ne sait pas à quel moment l'haplotype et la mutation sont apparus. C'est peut-être apparu avant même que les juifs se soient constitués en tant que nation. Même si c'est plus fréquent chez les juifs. On ne sait pas du tout. Donc, le fait d'avoir cet haplotype sémitique, cette mutation, ça ne veut pas dire que vous êtes juif. C'est pas ça être juif. Mais, par contre, c'est plus fréquent chez les juifs. Vous avez compris? Les juifs ont été des migrants, hein. Ça va aussi certainement avec tous ces mélanges. Je comprends pas, excusez-moi. Je disais, les juifs sont connus comme des migrants, quoi. C'est des, donc des personnes qui ont bougé tout le temps. Oui, il y a... Parce que ce mélange de population en permanence, quoi. On a Mais parlé c'est vrai pour toutes les d'évolution populations. tout à l'heure, hein. C'est vrai pour toutes les populations. Je sais Aujourd'hui, pas si c'est pas spécifique ce que je vous pour dis, la population. est-ce que c'est une garantie que, on va dire, l'inventeur de la mutation, ce soit un juif qui vivait en Eretz Israël il y a 2500 ans ou qui est sorti d'Égypte au moment de chez Pharaon? On n'en sait rien. On est incapable de le dater, ça. Et même si vous trouvez ces mutations dans la population arabe palestinienne, que ce soit de Jordanie ou d'Israël ou des territoires, il y a une garantie qu'ils soient des sémites à l'origine, qui vivaient dans cette région, ou que ce soit des juifs convertis, on n'en sait strictement rien. Mais on pourrait le dater, on pourrait savoir le dater en trouvant des Oui, c'est ce qu'on ossements. appelle la distance génétique. C'est ce qui va venir après. Ouais. Donc c'est possible. Oui, mais on va voir que ça ne résout rien. D'accord, mais... C'est pas les gènes juifs. Ça ne résout rien. Mm. Parce que la génétique, elle ne sert pas à ça. Voilà. Il y a la culture, il y a l'histoire, et il y a l'évolution biologique. Ça vient vraiment, votre propos vient vraiment illustrer le fait que ça ne veut rien dire. Exactement. Ça ne veut rien dire. Et si on veut faire dire quelque chose, forcément, on va découper la réalité pour qu'elle corresponde à ce qu'on veut. Donc on est dans l'idéologie. Moi, je suis un scientifique. Hein. Je veux dire, je sais que cette mutation telle, elle a été décrite plus fréquemment chez les Ashkénazes. Donc, Ashkénaze est un facteur de risque pour cette mutation, entre guillemets. Mais si vous êtes séfarade, ça ne l'exclut en rien. Si vous êtes un Jordanien, ça l'exclut en rien, parce que ce sont des mutations qui ont touché cette population, et je ne sais pas quand est-ce qu'elle est apparue. Alors, question bizarre. Prédisposé au cancer du sein. Ça veut dire que vous avez cette mutation, donc vous avez un risque de cancer du sein, et potentiellement, à l'époque, il n'y avait pas de chimiothérapie, de radiothérapie, de chirurgie, de mourir. Hein? Comment est-il possible que cette mutation soit si vieille, elle soit arrivée jusqu'à nous? Parce que là, on a la preuve, hein, biologique, que c'est quelque chose d'ancien. Ce n'est pas un phénomène apparu il y a peu de temps. Récemment, il y a des facteurs qui l'ont fait se développer, mais avant, elle ne servait à rien. Précise ta pensée, il y a quelque chose de ça. Je pense que c'était une mutation qui n'était pas utilisée, quoi. Mais que c'est des facteurs d'aujourd'hui. Le gène, il est là dans la cellule. Non, mais... C'est avec l'environnement détecté à l'époque. On dirait que c'est fait quoi, quoi. Oui, vous avez une partie de la réponse. Donc la réalité, c'est que quelle était la durée de vie moyenne de quelqu'un qui vivait dans l'Antiquité? 50 ans, 30 ans. Quand on parle de l'âge du Christ, 30 ans, c'est un vieillard. Oui. D'accord. Donc, on ne dépassait pas 30 ans, parce que la moyenne, c'est ça. Entre la mortalité infantile et effectivement, avec la césée, on pouvait vivre beaucoup plus longtemps, et les gens mouraient. Donc, vous avez un gène qui vous prédispose au cancer du sein. Ça commence, la fréquence augmente à partir de 30 ans. Ça n'impacte pas sur votre durée moyenne, parce que de toute façon, vous ne vivez pas longtemps. Vous avez le temps d'avoir des enfants, parce que de toute façon, on se mariait beaucoup plus jeune. On se mariait à 11-13 ans, c'était la routine. Donc, vous avez des enfants tôt, vous n'étiez pas impacté. Donc, sur la natalité, ça n'impactait absolument pas. Maintenant, oui, on vit plus longtemps et on a des enfants plus tard. Donc, effectivement, ça peut être contre-performant. Donc, ça, c'est un élément où l'environnement va jouer un rôle. Plus le niveau de vie est élevé, plus des maladies qui apparaissent tardivement vont impacter sur la société.
Alors ensuite, le chromosome des Cohen. Ça aussi, ça a fait des trucs incroyables. Alors qu'est-ce que ça veut dire, le chromosome des Cohen? Chaque Cohen, il y a un chromosome. Ouais. Tout le monde a des chromosomes. D'accord. Donc la réalité, elle est beaucoup plus triviale. La fonction de Cohen, c'est une fonction qui est transmissible par les hommes. Vous avez un Cohen, il le transmet à son fils uniquement. D'accord. Grande injustice, les femmes n'ont pas. Elles peuvent être la fille d'un Cohen, et visiblement, ça ne joue pas. Parce qu'elle ne peut pas jouer le rôle de prêtre chez nous, apparemment aussi. Oh, on peut discuter de beaucoup de choses. Non, mais enfin, c'est une. Mais c'est vrai que le Cohen, c'est un attribut masculin. Ouais. Ok. Donc, je ne veux pas faire de la polémique, on se sert de cette information-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça veut dire que si on veut prouver qu'il y a une origine commune au Cohen, c'est facile, on va analyser le chromosome Y. D'accord? On va étudier les marqueurs qui sont sur le chromosome Y. Quelle chance, ça se transmet de génération en génération. Il y a des études pour les femmes qui sont très intéressantes, c'est l'ADN des mitochondries, c'est un petit organite qui se trouve dans les cellules, qui voit ceci d'ADN, et en fait, il est transmis essentiellement par la femme. Donc il y a une justice, vous entendez. Donc ça veut dire que beaucoup d'entre nous, hommes ou femmes, on a les mitochondries d'Ève. C'est jamais aussi simple que ça, mais il y a des études là-dessus. Alors pour revenir au chromosome Y, donc on va faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, les haplotypes, comme on a dit pour les haplotypes qui encadrent les gènes DRC1 et DRCA2, et on va étudier quelques segments du chromosome Y, que ce soit codant ou non codant, et on va voir ce que ça donne. Et qu'est-ce qu'on voit? L'idée derrière, c'est quoi, à votre avis? Pourquoi on fait ça? Pour voir si vraiment les Cohen sont des Cohen. Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire si les Cohen... C'est vraiment s'ils ne se croisent pas avec d'autres populations. Mais déjà, c'est utilitaire, ça. Non, la réalité, elle est beaucoup plus triviale. On veut prouver que finalement, ils dérivent tous d'Aaron et que Moïse a existé par ce biais-là. C'est quand même une idée derrière. C'est pas complètement neutre. On va voir que c'est pas aussi simple. Hein. Mais l'idée, c'est quoi? C'est la guerre entre la science et la religion, ça. Hein. Voilà, on n'est pas tous concernés par cette guerre. Hein. Non, mais on ne parle pas de guerre, on dit. Non, c'est un mot comme ça. Je veux dire que. Et c'est une opposition, voilà. Plutôt. Mais là, non, mais même, je veux dire, que ce soit les chrétiens, enfin les chrétiens, les juifs ou les musulmans, on a une partie d'héritage en commun. Donc là, ça touche rien. Simplement, est-ce que les Cohen, finalement, dérivent d'Aaron, qui était le frère de Moïse? On verra que c'est une hypothèse de travail. Et c'était une hypothèse non neutre dans ceux qui ont mené ces études. Il y avait des scientifiques qui étaient beaucoup plus pragmatiques, on dit, c'est simple, c'est vrai, on va étudier l'affiliation des Cohen. C'est un élément d'étude intéressant, indépendamment de prouver quoi que ce soit, qui ne veut pas prouver la réalité de la Bible. Hein. Il y en a certains qui pensent que c'était l'objectif, ils disent effectivement, sociologiquement c'est intéressant, on va voir ce qui s'est passé. Parce que ça a plein d'implications après, et de comprendre comment les mouvements de population sont organisés, ou la sociologie, ou comment ça fonctionnait au sein des familles de Cohen. Donc, il y a certains éléments qui sont plus idéologiques, d'autres scientifiques. Mais ça n'impacte pas, je veux dire, sur la qualité du travail. Si on a des outils scientifiques, qu'on mène une bonne étude, avec suffisamment de cas analysés, l'étude, elle est solide. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, quand on compare les Cohen séfarades entre eux, il y a une grande majorité, mais pas tous, qui possèdent le même patrimoine génétique. C'est-à-dire que tous les Cohen ashkénazes ou tous les Cohen séfarades ont une majorité de patrimoine génétique du Y en commun, mais pas tous. C'est jamais du 100%. On est dans un phénomène biologique donc complexe. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu des infidélités, c'est pas forcément ça. C'est possible, mais c'est pas forcément ça. Il y a des conversions géniques, il y a tout un tas de mécanismes qui peuvent faire qu'on perde l'information. D'accord? Et puis il y a eu, par exemple, dans les contrées d'Europe de l'Est et d'Europe centrale, des pogroms qui faisaient qu'il y avait des viols en pagaille. Donc voilà, ça c'est la réalité, et c'est intéressant de voir, parce qu'on peut voir derrière aussi des mouvements de population, qu'est-ce qui s'est passé? On peut voir la politique de l'époque. Donc ce qu'on voit, c'est que les séfarades, les Cohen séfarades d'un côté, les Cohen ashkénazes de l'autre,
chacun dans leur groupe, ils ont des points communs. Quand on les compare, les Cohen séfarades avec les non-Cohen séfarades, très différents pour le Y. Pareil pour les Ashkénazes, très différents des non-Cohen Ashkénazes. Et quand on compare séfarades et Ashkénazes, très très proches. Ça veut dire que, effectivement, les Cohen, qu'ils soient Ashkénazes ou séfarades, ils ont très probablement une origine commune. Alors, il y en a qui ont essayé de dater. Et ils ont trouvé une date qui correspondait pile poil à l'époque d'Aaron. Et est-ce qu'il y a d'autres qui ont cette... Est-ce qu'il y a d'autres que les Cohen qui ont cette origine? Oui, je vais en venir. Donc, déjà, je fais ça. Je déroule ma présentation. Donc, ok, ça marche bien, mais est-ce que vous êtes certain que parce que ça tombe sur une bonne date, ça veut dire forcément que le Aaron qui est dans la Bible, celui qui est le frère de Moïse, c'est lui qui est à l'origine? On n'a aucune preuve. J'ai la preuve qu'ils partagent du patrimoine génétique en commun, mais je n'ai aucune preuve qu'il y a un lien quelconque, scientifique, qu'on pouvait avec Aaron, celui dont on parle dans la Bible. C'est vrai que c'est très intriguant, mais c'est pas aussi simple. Après, ils ont fait des analyses encore plus poussées, et on a vu que c'était pas aussi simple. La datation n'est pas aussi précise. Il y a des différences quand même. Plus on approfondit, plus on considère que c'est compliqué de relier précisément ce qui est dit dans la Bible et ça. Mais ça ne veut pas dire que ça invalide la Bible. Parce que la Bible, ce n'est pas une histoire, un livre d'histoire comme on les a aujourd'hui, comme on apprend à l'école. C'est une vision des Juifs où Dieu intervient et où les Juifs et les êtres humains, ils ont quelque chose à faire. Donc pour eux, la conception occidentale de l'histoire, ça n'a aucun intérêt. Et ils n'ont pas non plus dit, les Juifs, que ceux qu'ils voyaient, ils étaient les premiers ou les seuls à le raconter. Donc c'est pas étonnant de trouver des éléments que raconte la Bible ailleurs. Les Hébreux ne sont pas là pour dire nous on sait tout mieux que tout le monde et ce que nous on décrit, personne d'autre l'a décrit. C'est absolument pas l'objectif. C'est Dieu dans l'histoire et la relation d'humanité avec lui. Alors quand on a quelque chose qui n'est pas une datation historique précise, parce que c'est pas l'objectif, qui raconte une histoire, qui en plus doit être interprétée. Encore une fois, on n'est pas dans du littéral. Il y a le niveau d'interprétation qu'on appelle le chat, le premier niveau, qui raconte Adam et Ève, etc. Et puis il y a les différents niveaux d'interprétation qui font qu'on essaye de trouver du sens, et sens qui va varier de génération en génération, qui doit s'adapter au moment que l'on vit. Et de l'autre côté, vous avez des études scientifiques qui disent tant de variation, ça veut dire datation à telle époque. Ben, c'est sûr que ça ne va pas correspondre parce que ce n'est pas la même approche. Mais quand même, c'est intéressant, on retrouve quelque chose qui dit qu'ils ont un ancêtre commun. Ça veut dire que derrière le fait d'être Cohen, il y a une famille à l'origine qui crée ce phénomène. Pourquoi elle l'a créé, comment elle l'a créé, on n'en sait rien, on n'a pas d'informations. Mais ça nous dit quand même qu'il s'est passé quelque chose de suffisamment puissant pour que c'est traversé des milliers d'années. D'accord? Alors maintenant, ce que tu disais tout à l'heure, la question que tu posais, c'est que, est-ce que tous ceux qui ont la clotype sont des Cohen? Est-ce que tous ceux qui ont la clotype sont des Juifs? Sûrement pas. Ben non, certainement pas. Alors d'abord, Cohen, si vous vous mariez seulement en dehors de certaines conditions, vous perdez le titre de Cohen. Donc vous pouvez être authentiquement juif, avoir des ancêtres Cohen, mais vous n'êtes plus. Voilà. Pour tout un tas de raisons. Dans la Bible, c'est marqué, telle union est interdite. Si vous voulez faire cette union libre à vous, mais vous n'êtes plus Cohen. Voilà. C'est des règles. Bien ou pas bien, c'est pas le problème. C'est comme ça. Deuxièmement... C'est marqué. Voilà. Mais la clotype, il ne s'efface pas. Non. Non, la clotype, c'est une séquence d'ADN. Non, mais il aurait pu disparaître. Non, ça ne disparaît pas, c'est dans les gènes. Il va disparaître de manière. Là, c'est culturel, hein, maintenant. Ah, c'est marrant. C'est culturel, hein, qui se mélange à quelqu'un d'autre. L'ADN, c'est solide quand même. Voilà. Alors, ensuite, rien ne nous dit que la clotype, il est antérieur au phénomène juif lui-même. Elle n'est pas antérieure à Abraham. D'accord? On n'en sait rien. Peut-être qu'il était présent et que, donc, par définition, tous ceux qui portent la clotype Cohen, entre guillemets,
qui sont avant cette époque-là, je dis Abraham, mais ça peut être avant Moïse, hein, je veux dire, c'est pas le souci, ben, ils ne sont pas juifs, parce que le phénomène juif n'existe pas encore. Elle n'a pas été identifiée. D'accord? Donc ça veut dire que, oui, au sein des Cohen, on arrive à avoir une très grande proximité. Quand on dit que c'est du 40 ou du 50% de proximité, c'est-à-dire d'identité moléculaire, c'est énorme en génétique des populations. Hein. C'est jamais du 100%, donc déjà, il faut démystifier. Mais c'est suffisamment fort pour dire que oui, il y a un point commun, qu'il soit Ashkénaze ou séfarade, c'est la même origine. Donc déjà, tous ceux qui disent que les Ashkénazes et les séfarades, il y a une blague qui dit qu'est-ce que c'est qu'un Ashkénaze? C'est le meilleur copain d'un juif. Là, on peut dire la même chose pour les séfarades, c'est le meilleur copain d'un juif, parce que séfarade Ashkénaze, même combat. D'accord? En tout cas, pour les Cohen, on a la preuve. Mais ça ne raconte pas l'intégralité de l'histoire de l'humanité. Nous, on regarde avec notre Christ. Voilà, vous avez quelque chose qui vous permet de regarder comme ça. Vous ne voyez pas tout ce qui est autour. Dès que vous élargissez, ben vous voyez que ce n'est pas si simple. Mais quand même, je tire une information. Ashkénaz, séfarade, même combat. Donc, les Ashkénazes, ils n'ont pas été inventés, ce n'est pas forcément des Cosaques. C'est des Juifs. Et ils ont des gènes qu'on trouvait déjà il y a très longtemps, en tout cas des marqueurs. Ok? Oui, parce qu'après, séfarade et Ashkénaze, ça vient, c'est plutôt après la diaspora, quoi. C'est une appellation qui correspond à la diaspora et pas de l'époque biblique. Non, pas du tout. Voilà. C'est pas pertinent. Parce que qu'est-ce que ça veut dire Ashkénaze, séfarade? Espagne, Allemagne. Voilà, c'est le lieu de vie, c'est allemand. Maintenant, il y a 10 tribus qui ont disparu. Ok? Imaginons que on a dit que les Pashtuns c'était des juifs, des tribus perdues, ce que les analyses génétiques démentent en fait. Mais on va trouver des juifs en Afrique, on va trouver partout dans le monde, en Chine, etc. Ils peuvent avoir la politique Cohen, ils peuvent ne pas l'avoir. Mais est-ce que pour autant ils ne sont pas juifs? Non, parce que ce n'est pas sur ces critères-là qu'on le fait. Si vous vous convertissez, par exemple, vous suivez Rabina, le Bendin, machin, etc., 100% cachère, vous êtes juif. Si de toute façon votre mère avait transmis avec tout depuis des milliers d'années, vous êtes juif. Voilà. Donc c'est autre chose. On n'est pas en train de parler de génétique. Ok? Mais les deux histoires peuvent se croiser. Comme ici. Voilà. Mais si on résume ce que vous venez de dire par rapport aux juifs à la génétique. J'ai pas fini encore. Ah, pardon, voilà. Mais en fait, il n'y a que dans les pays où vraiment on a quelque chose qui est plus ou moins prouvé, pas entièrement. Pas du tout. Je vais vous raconter une histoire. Pas entièrement, mais où il y a une similitude, il y a quelque chose, alors que jusqu'à présent. Non, ça c'est les juifs et les éléphants. Tout est culturel. C'est les juifs et les éléphants. Voilà. Il y a des petits indices. Nous, on a tendance toujours à ramener les choses à nous. D'accord? Les juifs et les éléphants. Alors, vous savez, en Islande, il y a une mutation récurrente. Comme pour BRCA1, BRCA2, il y a une mutation, je crois que c'est BRCA2, qui est présente en Islande. C'est la même pour la majorité des femmes. Donc les Islandais ont mené une étude extrêmement approfondie pour savoir qui était responsable de cette mutation. Et ils ont réussi à prouver que c'est un marin français qui était venu. Un juif. Ouais. Donc elle n'était pas islandaise. D'accord? Bon, c'est une blague. Et les Islandais la racontent quand même. D'accord? Donc non, je veux dire, chacun son histoire. Vous avez des mutations récurrentes chez les familles de Québécois. Vous avez des mutations récurrentes partout. Chacun éclaire sa propre histoire. Chacun voit midi à sa porte. On raconte une histoire juive avec la génétique, mais tout le monde peut en raconter une. Et à la fin, au bout du bout, on est tous apparentés de toute façon. On a des ancêtres communs qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Alors, je ne vous ai pas parlé de la photo d'Adam et Ève. Ils étaient probablement pas blonds aux yeux de l'un. D'accord? Alors, la suite. Bon, ça, c'est ce que je vous ai dit. Alors, maintenant, un peu de politique. Vous allez voir pourquoi je vais faire de la politique. Parce que parfois, on va dire des choses en science qui ne sont pas politiquement correctes. Mais c'est la vérité. Pourquoi les Juifs n'ont pas été inventés? Séfarade, Ashkénaze, même combat. On l'a vu à travers les chromosomes des Kohanim.
Mais quand on compare les juifs des différentes populations, ils ont plus de points communs entre eux que de différences. C'est sûr que vous allez trouver chez les Ashkénazes des séquences haplotypiques spécifiques de la population ashkénaze qu'on ne retrouve pas chez les séfarades. Bien sûr, il n'y a aucun problème, parce qu'ils ont vécu dans un environnement différent. C'est vrai pour les séfarades aussi. Ils sont mariés entre eux aussi. Hein. Parce qu'il y a des différences entre les deux, mais lequel a le génome de l'origine? On n'en sait rien. D'accord? On sait qu'ils ont récupéré de l'ADN là où il va. Rappelez-vous du virus. Il rentre dans une cellule, il a ramené de l'ADN. C'est un phénomène normal. On est dans la biologie, on n'est pas dans la culture. Ok? Mais si on évite de regarder les différences et qu'on se concentre sur les points communs, c'est quasiment des frères jumeaux. Ils sont très très proches. Mais il y a des variations dans les sous-groupes. Ok, c'est vrai. Mais ça n'invalide pas pour autant le fait qu'ils aient une origine commune. Vous prenez un juif russe dont on connaît l'affiliation. C'est-à-dire que ce n'est pas un type qui est venu avec les refugiés pour trouver refuge en Israël. Non, quelqu'un qui est vraiment d'ascendance juive. Et bien, dans son ADN, on retrouve des traces, certes slaves, ou d'autres populations, mais son ADN, il est très proche des séfarades, et donc si les deux sont très proches, séfarades et ashkénazes, quand on les compare aux populations du Moyen-Orient, on s'aperçoit qu'ils sont très proches des Bédouins, des Druzes, des Arabes de Jordanie et des Arabes israéliens. L'étude, je crois, n'avait pas été faite avec des Arabes palestiniens, pour des raisons politiques aussi. Mais quand on compare aux Bédouins et aux Druzes, c'est vachement proche. Alors les Bédouins, c'est pas complètement farfelu. Yitro, c'est qui? Et la femme de Moïse, c'est qui? C'est la fille de Yitro, des Bédouins. Donc, quand on est d'un patrimoine génétique proche, c'est pas complètement farfelu. Les Druzes, pour les musulmans, les Arabes qui vivent au Moyen-Orient, il y a des histoires toutes plus farfelues les unes que les autres sur les Druzes, qui considèrent comme des hérétiques, pas des musulmans. Ils disent que ce sont en fait à l'origine une sorte de maralisation de l'islam. On n'en sait rien, on est incapable de le prouver. Mais c'est ce qui se dit. C'est intéressant quand même d'avoir la mémoire de ça. Et les Arabes de Jordanie et les Arabes israéliens, finalement, toute cette population séfarade ashkénaze, tout ça, c'est une origine sémitique. Donc ils sont beaucoup plus proches entre eux que si on les compare aux autres populations d'Asie ou d'Afrique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous avez vécu en Allemagne, vous avez vécu en Russie ou en Pologne, c'est mon cas pour ma famille, vous avez les yeux bleus roux, enfin les yeux bleus ou verts, les cheveux roux ou blonds, la majorité de votre patrimoine génétique, il est sémitique. Donc on n'a pas été inventé, on fait partie du peuple juif, on a simplement quelques caractéristiques des pays qui nous ont hébergés. Mais vous avez aussi du patrimoine génétique juif dans des populations qui ne sont pas juives. Ils vont à la messe tous les matins, tous les dimanches. Ça bouge. Ça bouge. Il y a eu des conversions forcées, et il y a aussi, parfois volontaires. Parfois, il y a un homme qui est passé par là, sans qu'on le sache. Tout est possible. Je ne juge pas. C'est la réalité biologique, voire sociologique ou politique. Donc voilà, réduire l'homme à la simple génétique, déduire l'origine à son aspect extérieur, c'est complètement faux. Encore une fois, ce qui fait que nous, on est différents des Bédouins en tant que juifs, c'est qu'on n'a pas suivi la même histoire, dans notre majorité, et qu'on n'a pas eu la même transmission. C'est ça le fait juif. Et parfois, on a le même patrimoine génétique, parfois non. Rappelez-vous de ceux qui ont suivi Abraham et de ceux qui ont suivi Moïse, qui n'étaient pas juifs, et qui le sont devenus parce qu'après, ils vont embrasser l'histoire juive. Fais attention, on n'a plus beaucoup de temps. Pardon? On n'a plus beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que vous avez le temps? Oui, on a Ah, alors, voilà. quelques illustrations. On m'a dit 1h30, je fais 1h30. Parce que là, maintenant, c'est le meilleur pour la fin. Les Khazars. Est-ce que vous avez entendu parler des Khazars? Oui. Vous n'avez pas entendu parler des Khazars? La 13e tribu, Arthur Kessler, il y a eu plein de livres là-dessus. Donc, je vais vous faire une petite récapitulation. Un récapitulatif, pardon. C'est un peuple semi-nomade d'Asie centrale, où on a des preuves qui sont attestées du 6e jusqu'au 13e siècle après Jésus. D'accord?
il s'est installé au bord de la mer Caspienne, et une partie se serait convertie au judaïsme. Ils ont fondé un large empire comprenant le sud de la Russie, le Kazakhstan occidental, l'Ukraine, enfin bref, c'est-à-dire de l'Europe centrale jusqu'à la Géorgie. Donc ça, c'est des éléments éparses qu'on a compilés, légende ou réalité. C'est assez compliqué de déterminer les choses. Voilà, ça c'est pas l'Empire khazar à son apogée, mais ça pose un peu la réalité historique. Vous voyez, vous avez Byzance qui se trouve là. Vous avez donc après l'islam qui est par là, les Perses, la Turquie, je ne vois pas. Voilà, la Byzance par là. Donc la Perse qui est là. Donc vous voyez bien que c'est une sorte de bouchon qui empêche à la fois les invasions venant du nord, les Nordiques, les Russes, etc., qui n'étaient pas encore les populations slaves, qui n'étaient pas encore les Russes qu'on connaît aujourd'hui, et l'invasion de l'islam. Ils ont un rôle politique majeur. Une fois qu'on a cette vision des choses, on va commencer à comprendre comment se positionnent les éléments de la légende par rapport à un fait politique. Alors, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans et pourquoi se serait-il converti? Alors là, je crois que j'ai inversé. Bon, on va regarder le fait politique. Donc, il y a eu j'ai inversé les diapositives, c'est pas grave. Il y a eu une alliance pendant de nombreuses années entre Byzance et l'Empire khazar, qui a été donc, je dirais, le meilleur rempart contre l'invasion slave et les Nordiques et le califat. Puis, il y a eu un renversement d'alliance qui a fait que Byzance a fait alliance avec les Slaves. L'Empire khazar a subi une antagonie. S'affaiblissant, il n'était plus un rempart à ce moment-là, parce que c'était des guerriers fameux. Il y a eu la conquête musulmane et l'Empire romain d'Orient est tombé. Donc, un renversement d'alliance fait que cet empire disparaît. Et la population khazare se disperse au gré des invasions et des persécutions. Donc voilà, si on ne parle pas de judaïsme là, on parle simplement d'une histoire, on situe cet empire khazar à cet endroit-là, il y a des relations comme dans tous les États, un coup je t'aime, un coup je te déteste, parce qu'il y a beaucoup d'intérêts en commun, il y a le contrôle des richesses, enfin, bref, beaucoup d'intérêts économiques, plus que religieux. Il y a rarement des guerres qui ne sont pas des guerres économiques, même si elles prennent la biais religieux. Et dedans, on va coller une histoire en lien avec les Juifs. Pourquoi? Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Donc, on dit dans les textes qui parlent des Khazars qu'il y aurait une conversion au judaïsme des Khazars. La question c'est, est-ce que c'est la classe dirigeante ou tout partie de la population? Et d'abord, qu'est-ce que c'est que cette idée absurde de se convertir au judaïsme? Pourquoi choisir oui le judaïsme? Je ne comprends pas, expliquez-moi. Eh bien, c'est simple, on va retrouver ici. Je suis un empereur, je suis semi-nomade, je veux faire un État moderne. Donc je vais construire en dur, et j'ai besoin d'être cru et considéré. L'élément religieux est fondamental. J'ai un empire religieux ici, et j'ai un empire religieux en expansion là. Si je suis animiste, je ne suis pas un peuple du livre. Je suis un non-croyant, un mécréant. Donc qu'est-ce que je peux avoir comme religion qui fait que je ne dépendrai pas de Byzance, ni des musulmans? D'accord? Donc j'ai pas beaucoup de choses à ma disposition. Si je deviens chrétien, hop, ça y est, c'est fini, j'ai plus d'indépendance. Si je deviens musulman, j'ai plus d'indépendance. Donc, politiquement, c'est assez à lui de dire, je vais me convertir au judaïsme, ou je vais prendre ça comme religion d'État. Ça ne veut pas dire que ça va exclure les autres. Je vais prendre ça comme religion d'État. Alors la légende dit que le roi des Khazars a fait venir un rabbin, un imam et un prêtre. Et chacun a inventé sa religion, donc le musulman dit ma religion c'est la meilleure, etc. Le chrétien orthodoxe dit ma religion c'est la meilleure, etc. Et le rabbin aurait dit aux deux autres, est-ce que vous croyez en la Bible? Chacun, oui, bien sûr, dans notre livre, il y a ça, ça, ça. Et donc vous voyez, tous ici nous croyons dans notre livre. Et c'est ce qui aurait, je dirais, remporté la religion au christianisme. On n'y croit pas, ça. D'accord, c'est de la légende. Mais par contre, l'élément politique, c'est plus crédible déjà.
Qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir rester autonome et être indépendant et pouvoir me développer et respecter. Alors, est-ce que finalement, il y a eu véritablement une conversion? Est-ce que véritablement c'est un empire juif même? Parce qu'on en a parlé. Est-ce que les Khazars ont existé? Parce qu'on en parle. Mais est-ce qu'on a des preuves? Alors, ça, j'ai déjà dit. On a quelques preuves historiques que les Khazars ont effectivement existé. Des preuves archéologiques, des écrits, des échanges de courriers entre l'empereur de Byzance et les Khazars. Il y a eu Benjamin Touled qui est venu, qui a écrit sur les populations khazars, le célèbre Khuzari, donc c'était un juif séfarade. Il a raconté cette histoire-là, il disait qu'il y avait effectivement un empire, peut-être pas aussi immense qu'on a dit, mais en tout cas une structure politique autonome avec des juifs à sa tête. Et puis, il y a des éléments qui sont issus, de l'habitude locale, qui attestent qu'il y a eu un phénomène historique. Parce que dans les légendes, il y a souvent un phénomène historique derrière. Mais la mer Caspienne, les habitants de la région, ils l'appellent la mer des Khazars. Donc on n'a pas inventé ça. Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose. Maintenant, est-ce qu'il existe un lien avec le judaïsme? Alors, imaginons les choses. Si effectivement, je ne veux pas savoir comment ça s'est passé, il y a à la tête d'un empire, une entité politique, quelle qu'elle soit, un juif, ou une classe dominante qui donc décide politiquement pour son peuple, qui est juif. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, il y a des gens qui vont se convertir, d'accord. Mais plus important que ça encore. Il va falloir qu'ils s'adoptent toute le judaïsme. Oui, donc ça veut dire qu'on est dans un espace politique très attractif. Les juifs sont dans des ghettos, ils sont persécutés. Et bien donc, ils vont venir. Ça veut dire que des juifs qui viennent d'Europe ou d'ailleurs, d'Orient, ils vont venir là-bas. Parce qu'ils ne sont pas persécutés. Donc vous avez des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui vont venir là. Donc il n'y a pas besoin de convertir tout le monde. Hein. Vous avez un phénomène dans un espace politique ouvert et permissif où des juifs peuvent venir. Donc ça, c'est l'hypothèse. Je n'ai rien pour étayer ça. Donc même si au départ, l'amorçage, c'est peu de gens se convertissent, si l'entité politique est permissive et disait venez, 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 ben les gens peuvent venir. Et vous voyez, c'est un vaste territoire quand même. Hein. Et donc ça devient une population à majorité juive. Hein. Donc là c'est les juifs ashkénazes, d'accord? Les juifs ashkénazes. Eh oui, c'est de là que viendraient les juifs ashkénazes, de cette région-là. Mais de ceux modernes. Mais on voit que finalement, ils peuvent venir de partout. Les juifs qui correspondent qui sont dans cette zone-là. Ils viennent d'ici, ils viennent d'Espagne, d'Europe centrale jusqu'ici, et ils viennent de l'Orient. La réalité, c'est que ce qu'on appelle aujourd'hui juifs ashkénazes, c'est un potentiel de population qui vient des deux côtés. Ok? Alors, ça a tellement marqué les populations, c'est-à-dire les Khazars, que lorsque les Ukrainiens ont accédé à l'indépendance, après la chute du mur de Berlin et de l'effondrement du régime soviétique, un peu partout on a glorifié la culture ancestrale. Et notamment, là on voit un guerrier ukrainien, une statue qui a été élevée en Ukraine, il y en a eu un peu partout des statues, et celle-là, elle représente un guerrier ukrainien qui terrasse un guerrier khazar avec le Magen David. Donc c'est tellement ancré profondément dans la culture du cru que pour eux, accéder à l'indépendance, c'est vaincre les Juifs. La première chose qu'ils vont faire, c'est pas vaincre l'Union soviétique, c'est vaincre ça. C'est vachement fort. Pourquoi? Expliquez-moi, je ne comprends pas. S'il n'y a pas un fond de vérité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont représenté le pouvoir, on ne le fait pas ça. Parce que ce n'est pas un Juif à genoux, c'est un guerrier khazar, c'est-à-dire le mec qui se défend, une armée. Donc c'est très très étonnant, ça interpelle. Indépendamment du fait que ça puisse exister ou pas, quand on voit ça, on se dit, mais qu'est-ce qui peut derrière sous-tendre, je dirais, des milliers, enfin des centaines d'années, voire un millier d'années après, ce nationalisme comme ça exacerbé. Il ne va pas se battre, c'est donc un khazar d'abord, et non pas les Turcs,
Hein, c'est pas les guerriers musulmans, c'est les guerriers juifs. Très étonnant. Alors, maintenant, il y a eu des études très intéressantes qui ont été faites, un peu par hasard. Je vous raconte cette histoire parce que je l'ai vécue. Chute du mur de Berlin. Les associations internationales de génétique se cotisent pour faire venir dans un grand congrès international tous nos collègues d'Europe de l'Est, qui enfin vont pouvoir venir pour leur premier congrès. Donc il y a des gens qui viennent de partout. Et ils vont présenter leurs travaux. Et ils ont présenté des travaux sur les gènes de prédisposition au cancer du sein et de l'ovaire. Il faut savoir que ces deux gènes-là sont des gènes gigantesques, très 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 compliqués à analyser, que en Occident, on va dire, ce sont des mutations, ce qu'on appelle des mutations privées. Chaque famille quasiment a sa mutation. Donc eux, ils se sont attelés à ces gènes-là. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait quoi? Avec quel argent? D'où c'est possible? Et ils avaient des données qui étaient monstrueuses. Ils avaient analysé des centaines, voire des milliers de familles. Alors que nous, analyser une famille, ça nous en prenait un temps pas possible. Alors, très intéressant. Alors, je me rappelle de ça. Il y avait, c'était des Biélorusses. Ils ont essayé de me voir. Ils viennent voir mes collègues. Ils disaient, oui, les Soboles, oui, les Soboles. Comme j'avais un nom russe, ils voulaient savoir qui j'étais, parce que j'étais assez connu, parce que j'avais fait des travaux sur le sujet. Et donc, ils m'ont offert des bouteilles de vodka comme ça des vodka, mais alors, des vodka brune, je ne sais pas si vous connaissez. C'était terrible. Je viens de déboucher la bouteille, j'étais déjà ivre. Et eux, ils descendaient ça, mais alors. Donc j'étais obligé quand même de faire un peu semblant, mais alors eux, ils tenaient vachement bien. Impressionné, moi j'étais déjà. Et tout le monde m'a présenté ces données. Et là, on voit des trucs incroyables. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme étude? Ils ont pris les deux mutations les plus fréquentes, les mutations ashkénazes. Et eux, il n'y a pas d'idée politique derrière. Hein. Ils font des études, ils n'ont pas d'argent, mais ils veulent faire de la génétique, donc ils étudient les mutations récurrentes. Ils ont fait pareil pour toutes les autres pathologies. Ils ont pris les mutations les plus connues, et ils ont testé au kilomètre. Ils ont fait ça pour des choses qui n'ont rien à voir avec le cancer. Et comme ça leur permettait de travailler à moindre coût. Donc ils cherchent ces deux mutations-là, et qu'est-ce qu'on voit? Dans toute l'Europe centrale jusqu'à l'Europe orientale, ces mutations-là, elles sont présentes en quantité astronomique. Mais vraiment, vous prenez l'Espagne, il y en a, parce qu'il y a eu les maranes. Mais là, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, quand on voit ça, c'est le nom et la dispersion géographique. Comment expliquer, quand on connaît la Pologne du 19e siècle et du 20e siècle,